Bon après-midi à tous. Merci pour cette bonne présentation. J'aimerais juste prendre la balle au rebond, et puisqu'il n'y a pas la dimension nécessairement recherche dans l'enseignement, juste rappeler qu'en tant que professeur-chercheur à l'ETS, une de nos responsabilités, c'est précisément la formation des personnels hautement qualifiés, le PHQ comme on l'appelle, et la former à quoi? Justement à des bonnes pratiques de recherche. Donc même si la recherche n'est pas forcément considérée dans ses utiles, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu quelque chose qui a attrait à la pédagogie aussi. Par rapport aux études supérieures. Alors, juste pour, si vous n'avez pas lu le syllabus, je vais juste vous donner un petit peu un contexte. Et le contexte est vraiment très simple. Je suis un jeune professeur ici, un nouveau professeur, donc depuis 2 ans. Et je viens de l'industrie, donc j'ai eu l'habitude effectivement d'avoir accès à pas mal de ressources informatiques, de gestion d'entreprise, que ce soit les systèmes ERP pour la planification vraiment des productions ou des outils de gestion interne, ou bien des systèmes de gestion de sources pour du développement logiciel, des bug trackers, des choses comme ça. Et alors évidemment, quand je suis venu à l'ETS, mais j'avais d'abord fait au préalable un petit sondage auprès de mes anciens et je leur avais dit quels seraient les bons conseils que tu donnerais à un jeune professeur, à quoi est-ce que je devrais faire attention dans ma recherche. Et un des échos que j'avais eu, c'était Jérémy, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à trouver une façon de consolider toutes les connaissances qui vont être développées au cours de ton parcours académique. Parce que tu vas voir que très rapidement, ton étudiant gradué part, puis tu te retrouves avec plein de fichiers, tu ne sais plus qui faisait quoi, pourquoi on avait publié ça, pourquoi on avait écrit ci, etc. Donc essaye de consolider ça. Alors, voyant qu'il n'y avait effectivement pas forcément de système qui était déjà en place à l'ETS, je me suis lancé donc dans l'idée d'un JOBOCO, donc le nom c'était Journal de bord et de connaissances. Donc ça, c'était officiellement pour avoir le financement PSIR. Et je vais maintenant vous présenter donc ce qu'il y avait un petit peu derrière. Donc le plan de la présentation, je vais d'abord revenir un petit peu sur l'historique, comment on en est arrivé là. En deuxième point, vraiment présenter donc la solution qu'on a trouvée, donc la solution qu'on me propose ici. Et puis en troisième, parler un petit peu des perspectives. Alors évidemment, je suis ici et je suis très honoré d'ailleurs d'être ici et je vous remercie beaucoup d'être présent parce que l'idée c'est vraiment que vous êtes à mon avis la communauté qui fait un petit peu avancer les choses à l'ETS et donc je suis content de pouvoir vous présenter moi ce que j'ai trouvé et qui s'applique bien dans ma recherche. Je ne prétends pas que ce soit la panacée et la solution universelle, loin de là, mais je pense que, et on en discutera dans les perspectives, il y a peut-être certains intérêts à partager plus largement. Alors si on revient un petit peu sur l'historique, il y a eu 3 choses qu'on a faites dans le temps. On parle de 2010. On a d'abord procédé à des entrevues. On a ensuite défini vraiment quels étaient les requis techniques et fonctionnels. Puis finalement, on a étudié différentes solutions. Donc les entrevues, je ne sais pas si vous vous rappelez avoir reçu un document qui ressemblerait à ça, qui était une lettre. Madame, Monsieur, nous vous contactons dans le cadre d'un projet PSIR enseignement portant sur la mise au point d'un outil de recherche afin de faciliter la relation entre le professeur-chercheur et son personnel de recherche étudiant. En fait, on l'avait envoyé à pas mal tous les personnes considérées comme actives en recherche, donc directeurs de laboratoire, directeurs de chaire et autres. On ne l'a pas non plus envoyé at large. Et bon, les réponses ont été un petit peu plus modérées puisqu'on a eu finalement 2 entrevues avec des professeurs impliqués. Donc, par exemple, ici, Sylvie Raté, qui nous présente donc un petit peu la façon dont elle encadre, elle, ses études. C'était intéressant de voir comment les gens s'y prenaient d'abord. Et donc, Sylvie Raté nous disait, moi, par exemple, j'utilise beaucoup Google Doc, vous pouvez voir ça surligné. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y ait une dynamique interne, que mes étudiants soient capables de collaborer entre eux. Je suis très intéressé à la gestion de la documentation, pouvoir avoir des liens entre les documents, les articles, etc. Et puis, j'aimerais bien aussi visualiser l'information qui est lu par l'étudiant, c'est-à-dire accompagner mon étudiant dans son cheminement. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est petit un petit peu, ok. Vous forcez un petit peu des yeux, mais en tout cas, voilà. Donc, je vous dis les choses qui nous ont été ramenées comme feedback. Une deuxième entrevue avec Alain Abrin. Et donc là, encore une fois, une personne qui travaillait beaucoup par Internet, qui finalement, son système de gestion, c'était simple. Ses étudiants lui envoyaient des courriels, et dans les courriels, il y avait des documents attachés. Alors, finalement, on comprend que c'est finalement une façon d'échange. On aurait pu rester à l'âge du papier, puis simplement s'envoyer des documents back and forth, avoir des comptes rendus de réunions qui soient sur papier ou sur document Word, ça revient à peu près au même. Et on voulait, dans la pratique, il y avait des notions de réponse rapide, il fallait que le système soit relativement versatile, etc. Et là, j'ai encadré quelque chose que je vais vous lire. Les étudiants sont trop différents pour imposer une méthode unique. Et ça, c'était un commentaire que nous avait fait le professeur. Et au début, j'y ai cru. Je me suis dit, il a certainement raison. Puis moi, je respecte vraiment la biodiversité et tout le monde est différent. Il y a une place pour chacun, etc. Mais en réfléchissant bien, vous allez voir que cet argument, en fait, ne tient pas du tout. Je me suis rendu compte par la pratique, avec les étudiants que j'ai eu l'occasion d'encadrer, qu'en fait, les étudiants sont très ouverts. Proposez-leur une méthode qui a de l'allure, puis ils vont l'adopter. Si vous leur proposez rien, mais c'est sûr qu'ils vont en prendre une, puis que ce n'est pas forcément la même que l'autre. Mais l'idée est vraiment qu'on peut effectivement trouver une certaine synergie.
Donc voilà pour le passage des entrevues. Donc juste pour vous dire qu'on a essayé de faire le travail de façon un petit peu rationnelle et correcte. Et donc de définir par la suite ce qu'on appelait les requis. Donc les requis, c'était vraiment comprendre dans le fond que doit faire notre système, si c'est un système informatique. Et dans une deuxième phase, est-ce qu'on va pouvoir trouver un système qui va correspondre à nos besoins. Donc pris sous forme schématique, les requis étaient vraiment de 4 natures. Premièrement, communiquer entre nous, avec l'extérieur. Deuxièmement, organiser, donc s'organiser nous, organiser l'information. Troisièmement, collaborer, donc collaborer c'est vraiment échanger des ressources. Et puis quatrièmement, vraiment c'est rechercher, donc rechercher c'est aussi documenter et garder une certaine information. Alors, tout ce qui est communiqué, organisé, c'est sûr que si vous prenez votre gestionnaire de tâches habituel, votre PIM, comme Outlook, ça fonctionne probablement bien. Vous avez vos carnets d'adresses, vous pouvez envoyer des courriels, vous pouvez avoir un gestionnaire de tâches, un calendrier, vous pouvez certainement le partager. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Quand il s'agit maintenant de collaborer, il s'agit de collaborer par exemple sur, alors il y a plusieurs niveaux, sur des fichiers. On veut s'échanger des fichiers parce qu'on est toujours en train de travailler sur des programmes informatiques, des fichiers sources, on a besoin de ça. Library dans le sens où on a besoin de se partager des références bibliographiques, des articles, des documents qu'on a lus qui nous paraissent d'intérêt. Des ressources dans le sens ressources matérielles. Il y a de l'équipement en laboratoire qu'on veut s'emprunter, qu'on veut s'échanger, etc. Et finalement, souvent on va vouloir aussi écrire de façon collaborative. Donc c'est de plus en plus présent, on nous invite beaucoup à faire du multi-auteur et autres, donc besoin d'écrire collectivement. S'envoyer le fichier Word, ce n'est pas forcément la méthode optimale, ça je pense que vous êtes conscient de cela. Finalement, dans la partie recherche, il y a des choses vraiment très particulières, notamment l'idée qu'un bon chercheur, les bonnes pratiques de laboratoire, comme on les appelle, c'est notamment de bien documenter sa recherche, notamment à travers le cahier de laboratoire. Donc le Electronic Lab Book ou Electronic Notebook, est-ce qu'on pouvait l'intégrer? Donc c'était un des requis qu'on avait mis. Avoir une sorte de wiki. Donc le wiki, c'est l'idée que de façon collective, on va développer de la connaissance et la partager. Possibilité aussi de faire des rapports, d'avoir une bibliothèque aussi, donc éventuellement de normes ou de standards ou d'articles, et puis finalement être capable de rechercher à travers tout ça, à travers des méta-informations, des mots-clés, des choses, etc. Alors donc ça, c'est nos besoins mis sous forme graphique. Si on les regarde vraiment en requis fonctionnels, on les a distingués en termes de requis opérationnels, requis pour les tâches de collaboration, requis pour les tâches bibliographiques. Je ne veux pas vous assommer avec ça. Il y a un petit extrait là qui est disponible sur la table en avant, et vous pourrez le prendre en sortant, qui va vous expliquer ce qu'on a voulu vraiment vérifier en termes de requis. Et puis finalement, en termes de scénario de test, il a fallu aussi se mettre dans des conditions réalistes. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir tester? Typiquement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On cherche à se rencontrer, avoir une réunion d'équipe, avoir le maximum de personnes présentes à cette réunion. On veut évidemment pouvoir partager nos calendriers, avoir les procès-verbaux de la rencontre qui a eu lieu, etc., etc. Donc tout ça, c'était des scénarios de test qu'on a finalement programmés ou qu'on avait attribués au projet. Voilà, donc à ce stade-ci, vous devez être, j'espère, convaincu qu'on a donc essayé de faire les choses de façon structurée et ordonnée. Et donc, le but de définir ces requis, c'était de vraiment regarder, dans le fond, qu'est-ce qu'il existe commercialement disponible. Alors, soit, effectivement, des systèmes payants, soit des systèmes aussi open source. Alors, finalement, les solutions qu'on a retenues, on est passé essentiellement à travers tous les documents qui décrivaient les systèmes collaboratifs. Et on a gradé, on a fait des tableaux, des matrices de comparaison ici de qualité, pour voir effectivement si les logiciels qui étaient disponibles commercialement correspondaient à nos besoins. Alors par exemple, certains des besoins, je vous le dis, on aurait préféré des logiciels qui soient open source. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit quelque chose qui puisse continuer dans la durée. On voulait quelque chose qui soit avec un coût d'acquisition relativement minime. On voulait que ce soit aussi interplateforme. On ne voulait pas du tout être dépendant d'une technologie Windows ou autre. Donc, mes étudiants sont sur Mac, moi sous Linux, d'autres sous Windows. Il fallait qu'on soit vraiment indépendant de ceci. Et puis, on voulait aussi quand même que ça s'intègre bien avec les équipements de l'ETS, dans le sens où on n'est pas complètement isolé. On veut pouvoir récupérer nos courriels d'un corps institutionnel. On veut pouvoir échanger avec les plateformes existantes, et Outlook en l'occurrence. Alors, si vous regardez bien, on a passé à travers, il y a, je crois, une trentaine de logiciels qui étaient disponibles, qui répondaient à ces critères-là, qui ont pressenté être compatibles. On en a retenu finalement une dizaine, le top 10 est un petit peu là sous vos yeux. Et finalement, parmi ces logiciels, on a vraiment évalué d'autres choses. On a regardé, par exemple,
le fait qu'il y ait une communauté. Parce que si vous avez un logiciel open source, c'est très très sympathique, mais s'il n'y a personne pour répondre à vos questions ou pour régler les bugs, etc., c'est très dommage. On voulait aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le support technique. On voulait aussi qu'il n'y ait pas trop de fonctionnalités qui manquent. On voulait avoir le logiciel le plus complet. Puis on voulait avoir un logiciel avec une interface relativement ergonomique et sympathique. Et donc, quand on a fait ces 3 autres critères sur nos 10 candidats, on s'est retrouvé avec vraiment 3 candidats possibles qui sont donc eGroupware, GroupOffice, Zimbra. Et on considère évidemment toujours SharePoint étant le système disponible à l'ETS, qui était un peu notre benchmark, notre système de référence. Alors, finalement, la solution qui a été retenue a consisté donc à utiliser pour Joboco le système que l'on appelle GroupOffice. Donc GroupOffice possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un système collaboratif, à savoir que vous pouvez effectivement donc, vous partager des carnets d'adresses, avoir une gestion intégrée du courriel, avoir des listes de tâches, des calendriers. Vous allez pouvoir nativement collaborer en partageant des fichiers, en ayant d'ailleurs aussi un gestionnaire d'inventaire, inventaire matériel, de salles, d'équipements, etc. En ayant aussi la possibilité, donc, grâce à une fonctionnalité que je vais vous présenter qui s'appelle GOTA, Group Office Transfer Agent, d'éditer n'importe quel fichier localement tout en le synchronisant sur le nuage. Alors si on veut, c'est un petit peu le nuage, mais avec la sécurité d'un serveur dédié. Et puis pour la recherche, vous voyez qu'on n'était pas trop loin non plus. On pouvait donc garder des notes. On avait possibilité d'intégrer un wiki. Il a fallu pour ça rajouter un module qui est MediaWiki, qui est justement le moteur de Wikipédia, que vous connaissez certainement. Et lui nous permettait donc d'intégrer ces connaissances. La gestion des références bibliographiques était partiellement faite également nativement dans GroupOffice. Il a fallu donc rajouter soit l'utilisation de Zotero, soit du logiciel que je vais vous présenter qui est Mendeley, puisque ces 2 outils-là, vous allez le voir, ont été finalement surclassés par la suite. Voilà. En termes de gestion, il y avait des choses qui manquaient, on avait certaines demandes pour avoir un gestionnaire de sources, un partage de sources informatiques. Bon, il suffit simplement d'intégrer un CVS et puis le tour est joué. Puis il y avait des bonnes nouvelles aussi. On s'est rendu compte que GroupOffice supportait par exemple le fait de faire des emails avec des templates prédéfinis, de pouvoir avoir des newsletters, des listes d'adresses. Je vais vous les présenter. De rajouter aussi beaucoup de champs personnalisés. Donc on peut vraiment le mettre à nos besoins. C'est quelque chose que j'ai fait notamment en regardant un petit peu les besoins du CETT en termes de gestion de projet et gestion d'avancement. Une bonne surprise aussi, ça a été que par exemple, un CMS, c'est ce qui vous permet de faire en un coup d'œil un contenu de site web. Finalement, bon, je ne savais pas que j'aurais une chaire industrielle, mais le jour où on m'a dit Jérémy, tu as une chaire industrielle, c'est quoi l'adresse du site web? Bon, il a fallu être rapide, donc j'étais très content de découvrir qu'il y avait cette fonctionnalité-là. On va voir aussi qu'il y aura un système qui va permettre aussi d'enregistrer des heures. Donc lorsque j'ai des professionnels qui travaillent pour moi, je peux vraiment voir en temps réel ce qu'ils font et où ils en sont. Et puis on peut aussi gérer par exemple les tickets, donc un petit peu à la façon d'un support technique. Lorsqu'un étudiant me demande, bon Jérémy, j'aimerais ça qu'on ait un deuxième câble pour brancher mon PC, je vais moi déléguer ça à mon technicien qui éventuellement contacte support mec, mais au moins j'ai un système de tickets qui me le garde présent. Puis finalement, il y a aussi cette possibilité de se synchroniser donc, avec tous les systèmes compatibles, donc que ce soit Outlook ou les smartphones et autres devices portables. Voilà, donc ça c'est vraiment la solution qui a été retenue. Donc, en gros, vous avez compris qu'on a sélectionné GroupOffice finalement basé sur un ensemble de requis qu'on avait déterminés à partir de différentes entrevues et de sondages auprès des professeurs chercheurs. Alors maintenant, je vous propose vraiment de sauter un petit peu dans le vif du sujet et de vous présenter donc la solution. Et la solution proposée, qui va être basée sur GroupOffice, inclut aussi deux autres composants. Alors, les 2 autres composants, ce sont en fait WordPress. Donc WordPress est un outil de blog qui est très très connu, puisque très répandu, donc open source avec énormément d'extensions et de possibilités d'intégration. WordPress, c'est ce qui va nous servir à faire le cahier électronique de laboratoire, et en passant, qui va nous permettre aussi de faire notre site web d'équipe de recherche. Et finalement, la 3e composante de notre Joboco, c'est Mendeley. Donc Mendeley qui a remplacé Zotero, qui lui-même remplaçait EndNote, si vous voulez bien. Donc Mendeley qui va vraiment nous servir d'outil de gestion des références bibliographiques et de partage d'informations. Alors si je mets tout ça ensemble et que je somme, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça donne ? Pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un couteau suisse.
Pourquoi un couteau suisse? Parce que c'est sûr que ce n'est pas l'outil ultime, dans le sens où, si je veux faire de la gestion de projet et vraiment micromanager un projet de recherche, Group Office ne me permet pas forcément ce détail que je peux avoir dans MS Project ou des systèmes très très puissants. Si je veux faire maintenant, même chose, ma comptabilité, j'imagine que SIGA est le logiciel utilisé, pas forcément dans Group Office. Néanmoins, moi, je vais me permettre effectivement de faire un petit peu de tout ça dans Group Office, intégré avec WordPress, avec Mendeley. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est une question de survie. Je veux pouvoir effectivement survivre dans cet environnement-là, et le couteau suisse, on l'a vu, peut vous sauver plus d'une fois. Alors, pour présenter un petit peu les fonctionnalités, voici ce que je vous propose. Je vous propose de regarder de deux points de vue. Du point de vue des professeurs, du point de vue des étudiants. J'aurais pu vous présenter aussi le point de vue d'un support technique ou d'un ingénieur système, mais je savais que ce ne serait pas forcément la bonne communauté. J'ai déjà eu l'occasion de leur présenter. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux étudiants. Puis aux étudiants, en gros, ce que je vois, c'est qu'on est un petit peu un pipeline ici à l'ETS. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça, je pense que le registraire le voit. Il y a une inscription et il voit une soutenance. Donc le registraire, il voit ça. Il voit un début, une fin. Je pense que d'un point de vue plus de l'encadrement, on est conscient que le chemin est pas mal plus complexe. Que de l'inscription à la soutenance, il y a pas mal d'étapes. Et donc, je vais vous énumérer ces étapes. Et on va voir à quoi elles correspondent dans le système. Alors, je pense que la première chose qu'un étudiant doit faire une fois qu'il est inscrit, c'est accéder à son courriel ETS, parce que finalement, tout transite par là. Si vous voulez être présent à cette réunion aujourd'hui, il fallait savoir, il fallait avoir reçu le courriel, il fallait être inscrit. Donc le courriel est un élément clé, je pense, d'information. Deuxième chose, un étudiant doit compléter des formulaires ETS. Le prof aussi, mais je veux dire, la responsabilité incombe à l'étudiant. Il doit évidemment rencontrer son directeur de recherche. C'est le but d'un directeur de recherche, c'est de l'encadrer dans cette démarche. Il doit évidemment, parce qu'on s'attend à une bonne pratique de laboratoire, écrire des comptes rendus de réunion après chaque rencontre avec son directeur de thèse. Éventuellement, le directeur de thèse va, la première chose, lui demander de faire une revue de la littérature. Donc typiquement, il y aura ça. L'étudiant va devoir ensuite, vraisemblablement, faire des mesures, réserver donc de l'équipement de laboratoire. Finalement, il va devoir faire ses essais. Donc il sera content peut-être de voir s'il y a déjà des savoir-faire, s'il y a des how-to, des guides qui existent déjà dans le laboratoire, de comment je mesure le bruit dans une chambre avec l'équipement qu'on m'a donné, des choses comme ça. Et il va devoir effectivement compléter son cahier de laboratoire parce que c'est ce qu'on attend, c'est qu'il documente sa recherche. Éventuellement écrire un rapport à la fin de la session, à la fin de son stage, à la fin de ce qu'on veut. Ça peut être un article aussi si c'est un étudiant qui est plus avancé. Puis finalement, c'est un système qui boucle parce qu'on s'entend que l'étudiant vous produit un rapport et en tant que prof, vous le relancez, vous le rencontrez et on revient à la case départ, ou presque. La seule différence, c'est qu'un jour, il va écrire son mémoire ou sa thèse et là, effectivement, il pourra compléter et soutenir son diplôme. Alors, regardons un petit peu à chaque étape, finalement, les fonctionnalités qu'on a trouvées dans Joboco. Donc, par exemple, accéder à son courriel ETS, c'est assez trivial, mais évidemment, à travers Group Office, vous allez pouvoir configurer votre courriel ETS et le recevoir. C'est un client IMAP. Vous allez pouvoir avoir un agenda personnel qui porte votre nom et que vous allez partager avec votre professeur. Donc, votre professeur peut voir, évidemment, ce que vous faites, quels sont vos cours, savoir quand vous êtes disponible, voir quelles sont les prochaines rencontres qui sont planifiées, etc. Ça, c'est vraiment la base, je ne vous le présente même pas. La deuxième chose, c'est compléter les formulaires ETS. Donc là, vous êtes très certainement au courant qu'il y a pas mal de choses qu'il faut fournir d'un point de vue administratif. Et là, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer l'intérêt d'avoir ce téléchargement et GOTA, le Group Office Transfer Agent, et notamment la fonctionnalité de versioning que ça offre. Alors pour ça, je vais effectivement aller directement dans Group Office. Donc là, vous êtes ici dans mon Group Office. Et je vais simplement vous montrer donc une fonctionnalité en allant par exemple dans un projet de maîtrise d'une étudiante que j'aurai. Alors je vais par exemple aller chercher dans cet onglet qui est le gestionnaire de fichiers. Je vais aller chercher par projet parce que moi finalement mes projets ce sont les formations de mes étudiants. Et vous voyez ce qu'il y a directement dans son répertoire. Il y a déjà toute une arborescence qui est convenue, qui est déjà préprogrammée pour un projet de maîtrise. Il va y avoir un répertoire administratif, des documents pour moi qui sont des documents à réviser, son mémoire, puis éventuellement des rapports. Alors, regardons ce qu'il y a dans l'administratif et je vais vous montrer l'intérêt. Vous reconnaissez ici les titres vraisemblablement des documents. Identification sujet de mémoire, c'est un document que l'étudiant est obligé de remplir au début de sa scolarité. Alors la façon dont il va faire, c'est que ce document est nativement là, il n'a pas besoin d'aller chercher sur le site web, etc. Le site web le pose ici. Et l'étudiant va simplement venir éditer ce fichier-là. Donc il le télécharge, mais regardez l'astuce, c'est qu'il va pouvoir le télécharger et l'éditer localement. Ce que ça va faire, c'est qu'effectivement, Group Office va télécharger ou vous envoyer finalement ce fichier-là, va l'ouvrir donc à travers un applet Java,
va l'ouvrir avec le fichier qui est associé à un point doc. Donc là, on va voir, ça va être la surprise du jour. J'imagine que c'est Word, mais ça pourrait être aussi autre chose. Voilà, il l'ouvre avec Word, effectivement, donc il a reconnu l'extension. Bon, il va faire des mises à jour. Voilà. Alors là, vous reconnaissez une identification de sujet de mémoire. Et vous voyez ici que le document a été partiellement complété, donc Marie-Hélène Faye. Il manque un E d'ailleurs à son nom. Et puis, il manque son titre de sujet, donc qui est par exemple l'utilisation. C'est pas tout à fait ça son vrai titre, mais je simplifie. Utilisation des prothèses. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais avoir terminé de modifier ce document-là, c'est mon étudiante qui vient de le modifier, j'ai travaillé pour elle, disons, elle l'enregistre. Et là, ce qui va se passer, c'est que le document va être non seulement enregistré, mais il va être re-uploadé sur le serveur de groupe Office. Et on a une indication ici que le upload a été réussi. Et si je retourne effectivement sur groupe Office, je vais voir que le document plan identification de maîtrise a une nouvelle date. Lorsque je vais regarder dans ses propriétés, je vais voir automatiquement que ce document a été versionné. Autrement dit, il y avait une version qui datait du 3 août 2012 à 8 h et il y en a une autre qui date maintenant d'aujourd'hui à l'heure du serveur qui est 15h18. Est-ce que c'est à peu près ça? Pardon, je ne suis pas sur le bon document. Pardon, on est 18 octobre à 12h57 heure du serveur. Voilà. Donc autrement dit, tous les documents sont à un seul et même endroit, c'est sur groupe Office, ils sont versionnés automatiquement. Si plus tard je veux voir ce qu'elle avait tapé par rapport à ma version, etc., ben, j'ai toujours accès aux versions antérieures et je peux faire ce qu'on appelle du versioning. Donc on évite de faire _JV, _JV 2012, 10, 18 et ainsi de suite. Donc ça simplifie pas mal le processus. Alors revenons à notre présentation. Donc ça c'était vraiment compléter les formulaires. La beauté c'est que c'est compatible avec n'importe quel format. Si vous avez des documents PDF et que vous avez un éditeur de PDF, vous allez pouvoir le faire. Évidemment, ça va pouvoir marcher pour tous les fichiers. Si c'est un script MATLAB, de la même façon, on va pouvoir les éditer. Un document AutoCAD, nommez-les, tout est compatible. Donc ça c'est pas mal la beauté de ce système. Parlons maintenant des rencontres avec le directeur de recherche. Donc les rencontres avec le directeur de recherche, ça va nécessiter d'abord que l'étudiant planifie un moment pour rencontrer son directeur. Donc là, une des idées, évidemment, c'est vraiment d'être transparent dans l'équipe. Donc les étudiants peuvent voir mon calendrier de la même façon que je peux voir leur calendrier. Donc si je vais dans un onglet qu'on appelle calendrier ici, je vais pouvoir voir mon calendrier pour la semaine courante. Et puis je vais pouvoir voir aussi les calendriers de mes étudiants. Donc si je désire voir justement ce que Marie-Hélène fait, eh bien, je peux, et j'ai son autorisation, vous le montrer ici, en regardant simplement son calendrier. Bon, là, il est superposé au mien, donc on va prendre juste le sien. Et là, je vois le calendrier de Marie-Hélène. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va avoir créé de façon récurrente des rendez-vous. Donc ça, c'est pas très différent de ce que vous connaissez dans Outlook. Elle m'envoie une invitation pour un rendez-vous et moi, je l'accepte ou non. Elle regarde ma disponibilité, elle me convoque à une heure donnée et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'elle voit non, alors en réalité, il y a des événements qui peuvent être privés aussi et selon la nature des événements, elle ne va pas tout voir. Elle va juste voir que je suis occupé. C'est un free busy, simplement. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, non, non, vous avez cette liberté-là, cette souplesse-là. Non, tout à fait. Mais l'autre chose aussi, c'est que je les invite vraiment à mettre dans ces calendriers-là, mettre vraiment leurs événements académiques. C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas à leur vie privée. Ils peuvent mettre de la même façon un calendrier qu'ils peuvent partager sur Google. Et il y aura beaucoup d'interconnexions possibles. Ils vont pouvoir le partager avec leurs conjoints, leur chum et autres. Mais moi, je m'intéresse surtout à savoir s'ils sont en cours, ce qu'ils font comme cours. C'est pour les suivre, c'est pour comprendre ce qu'est leur agenda. Donc l'idée, vous la comprenez, c'est qu'on crée simplement des événements pour se rencontrer. Et dans les descriptions évidemment des événements, ce que l'on va faire, c'est simplement donc mettre l'ordre du jour de la réunion. Donc ce que je m'attends, c'est quand j'ai une convocation, je sais exactement de quoi on va parler. Et de la même façon, si les convocations sont récurrentes, je peux inscrire à l'avance les points dont j'aimerais discuter par exemple avec Marie-Hélène. Écrire le compte-rendu de rencontre, finalement, après avoir regardé pas mal toutes les options. Donc les options, c'était quoi? C'était d'associer à chaque événement, d'associer des fichiers, de joindre des fichiers, des pièces jointes, etc. Je me suis rendu compte que finalement, le plus simple, c'était encore une fois d'écrire dans la description de l'événement qui est dans le calendrier, que l'étudiant écrive de quoi on a parlé. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de style très très sophistiqué, mais l'intérêt, c'est que c'est vraiment factuel. Il y a les éléments dont on a discuté, les décisions, puis ça s'arrête là. L'intérêt, vous allez le voir, c'est que lorsque je vais vouloir suivre un étudiant et reprendre le fil de son avancement, en 2 secondes, je sais exactement
ce qu'il avait fait, où il en était, ce que je devais faire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très efficace. Donc, pas de subtilité de ce côté-là. Réserver de l'équipement. Donc là, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est nativement présente dans Group Office. C'est qu'on va pouvoir effectivement associer à un événement, on va pouvoir associer des ressources. Alors retournons dans Group Office, qui j'espère a eu le temps de se fermer. Bien. Alors regardons par exemple l'événement d'aujourd'hui, la présentation que je vous fais donc, de midi à... On a dit 15 heures, hein, c'est ça? Ok, alors, on va essayer de se garder un petit peu de temps. Regardez, si j'édite cet événement-là dans mon calendrier, vous allez voir qu'en plus des informations habituellement requises pour un événement type calendrier, eh bien, je vais pouvoir compléter effectivement un champ que l'on va appeler ressources. Alors regardez, la présentation c'est utile, je l'ai mis donc de midi à 13h30 et elle est dans mon calendrier personnel que j'appelle JVX. Et je l'ai même mis dans une catégorie, vous savez, que j'ai appelée service à la communauté. Pourquoi? Parce que comme tous les profs, à la fin de l'année, il faut que je fasse un bilan et de temps en temps c'est bon de savoir c'est quoi que j'avais fait, etc. Et ça, la beauté de Group Office, c'est que toute l'information est consignée à un même endroit et je vais pouvoir juste en disant service à la communauté, puis là ça m'a rappelé, ah tu avais dit ça, 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 et là j'écris mon petit texte. Dans les récurrences, bon ça rien de nouveau, vous pouvez évidemment faire répéter, ça c'est des choses que vous connaissez. Dans les options, je peux mettre effectivement l'événement comme privé, je peux mettre des rappels et ainsi de suite. Les participants, évidemment je vais pouvoir rajouter mes participants qui sont, ça c'est la beauté de la chose, j'ai vraiment beaucoup de niveaux. Je peux soit avoir les utilisateurs du système, donc essentiellement mes étudiants, des collaborateurs, je peux avoir tous mes contacts, donc dans différents carnets d'adresses par société, je peux avoir des listes de distribution aussi, donc qui sont des listes que l'on crée avec les contacts. Je peux avoir des groupes d'utilisateurs, donc qui sont des groupes, par exemple, des équipes de recherche. Donc ça, c'est assez facile comme ça d'inviter tout le monde. Je peux même, mes étudiants me donnent ce droit-là, ils me donnent le droit d'écrire dans leur calendrier. Oui. Juste une question de gestion, parce que c'est un peu, moi je faisais des portails électroniques, je faisais dans l'industrie, pour que tous les courriels qui ont rapport au projet soient en place, plutôt que d'avoir ça sur Outlook un peu partout. Ouais. Là, ça, je comprends bien, c'est ton Outlook pour dire avec l'université, puis tout ce qui a rapport à ta recherche se fait ici. Tu as séparé les deux? Non, pardon, tout est dans Group Office. J'ai jamais utilisé le Outlook de l'université. Même pour ce qui a rapport à l'extérieur de la chaîne? Donc, les seules choses dont j'ai besoin, c'est de réserver éventuellement les salles de réunion. Je demande à la secrétaire de le faire. De toute façon, on n'a pas le droit comme prof de le faire, donc bon. Le reste est visible, vous allez voir, je vais vous répondre au fur et à mesure. L'idée d'associer, on va la voir, je la présenterai en fin de présentation, comment on associe tout ça, que tous les courriels soient liés à un projet, des choses comme ça. Parce que vous allez voir que dans Group Office, c'est une base de données relationnelle, donc tout est lié. Je peux ressortir à partir d'un élément un ensemble d'éléments. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est la réservation de ressources. Imaginons qu'aujourd'hui, pour cette conférence, on ait besoin d'un certain nombre d'équipements. Eh bien, je vais voir ici une liste d'équipements, donc qui sont ici les équipements de la chaire Critias. Je vais avoir des équipements qui sont... Évidemment, ils sont disponibles selon l'utilisateur. Donc là, vous voyez toutes les ressources auxquelles j'ai accès. J'ai accès aux équipements de l'ICAR, aux salles, évidemment, d'acoustique, etc., etc. Un étudiant, évidemment, aurait moins que ça. Et donc là, si je connais l'équipement à l'avance que je veux utiliser, c'est assez simple. Regardez, imaginons que j'ai besoin effectivement d'utiliser on va prendre le laptop Toshiba. D'ailleurs, il serait pas mal bienvenu. Donc là, ce sera un Satellite Pro 6100. Je sais qu'il est rangé dans l'armoire A2204 au Critias, donc je peux aller le chercher assez rapidement. Et puis voilà, il n'y a pas tellement d'autres informations associées. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'associé automatiquement à l'événement qu'on vient de créer, il va y avoir une réservation qui va être faite de ce laptop. Alors, là, on me dit que je suis en conflit avec un événement aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. Et la beauté, c'est qu'évidemment, cet équipement, là, c'est un laptop. Peut-être que ce laptop, il y a un administrateur. C'est-à-dire que pour autoriser le prêt de ce laptop, il faut peut-être qu'il y ait un technicien. Ce technicien-là va recevoir un email qui va lui dire « Jérémy Voix a demandé à emprunter le laptop pour la formation, c'est utile. Est-ce correct ou non ?» Il va dire oui ou non, puis le système va en tenir compte. Okay. Alors, l'étape d'après, c'est qu'on va vouloir voir, évidemment, quand est-ce que cet équipement est disponible ou non. Donc, revenons à notre... Je reviens à un point, donc là vous avez compris comment réserver un équipement. Le point que vous n'avez pas vu, c'est que là je savais que j'avais besoin d'un laptop. Si vous ne savez pas quel équipement vous voulez utiliser, on est en train de développer ici un onglet spécial qu'on appelle Inventaire et qui liste en temps réel tout l'équipement qu'on a et puis notamment avec les équipements. Donc là vous voyez, regardez, le laptop Toshiba, on vient de voir qu'il est réservé pour la présentation, c'est utile.
Là, on est encore en train de débugger ça, donc là, on voit un timestamp pour l'heure du début et l'heure de la fin. Mais autrement dit, un étudiant qui va vouloir chercher, déjà, je vais vous le faire avec la fonction F, CTRL F, mais si je cherche un micro, l'étudiant, il voit tous les micros, et y compris microcontrôleurs, qui sont disponibles dans le système. Donc, il y a aussi des photos qui s'en viennent, donc on va pouvoir très rapidement, comme ça, faire en sorte que les étudiants soient autonomes, sachent quel équipement réserver. Donc si je lui dis, écoute, tu as besoin d'un micro 1 pouce, il tape micro 1 pouce, puis il le trouve, puis il le réserve, puis c'est parti. Ça termine, je pense, donc l'histoire de chercher un équipement et de réserver un équipement. Faire une revue de littérature est un autre point très important pour les étudiants au cycle supérieur. Donc là, évidemment, on a parlé d'utiliser Mendeley. Alors là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont familiers avec Mendeley? Ok, donc Mendeley, c'est vraiment, si vous connaissez EndNote, donc qui permet à la fois d'importer vos fiches bibliographiques, de citer automatiquement ces fiches bibliographiques et de les partager finalement. Bien, Mendeley fait la même chose. Oui, pardon. Ça tape, excuse-moi. Merci beaucoup. Alors, Mendeley, je vais juste très rapidement vous présenter ses fonctionnalités. Lorsque l'étudiant est dans Group Office, il va avoir un onglet Mendeley. Et Mendeley va l'emmener sur le site web de Mendeley, dans lequel il va être authentifié. Donc ici, je suis Jérémy Voix. Et là, automatiquement, il va avoir un dashboard, c'est-à-dire qu'il va avoir finalement un tableau de bord de tout ce qui se passe en termes de revue de littérature. Là, vous voyez le mien, donc je vais voir tous mes étudiants. Donc je vais voir mon étudiant Vincent Nadon, etc. etc. Je vais voir mon étudiante Marie-Hélène Fay, je vais voir Rachel. Donc je vois vraiment ce que sont en train de lire mes étudiants, ce qu'ils ont noté, ce sur quoi ils sont en train de travailler en termes de littérature. Alors là, la beauté, je crois que c'est amusant, c'est que donc évidemment les documents sont rentrés un petit peu à la façon d'EndNote, etc. Ce que je vais vous présenter, c'est la façon dont ça s'interconnecte avec même le système de bibliothèque de l'ETS. Regardez, si j'ai cet article-là qui s'appelle donc Adaptive Noise Cancellation, et que cet article-là, évidemment, il est dans la bibliothèque de mon étudiant, donc a priori, je n'ai pas moi forcément les droits, parce qu'on veut respecter les droits d'auteur, je n'ai pas forcément les droits d'avoir sa copie comme telle, etc. Sauf que regardez ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vois ce qu'il est en train de lire, puis je vais même moi pouvoir le trouver donc, à travers Google Scholar ou à travers, et là j'ai donc configuré pour que l'ETS soit ici. Et donc si je clique sur le lien de l'ETS, je vais donc automatiquement me retrouver et on me dit que bah oui, l'équipement est disponible, le texte intégral est disponible via i3e Explorer. Si je clique sur i3e Explorer, après un petit peu de magie noire, ça m'emmène donc vers le site, j'imagine, de i3e et je vais pouvoir avoir accès aux documents. Donc l'idée ici, c'est que tout est interconnecté et que vraiment on n'a plus de problème en termes de... Donc, et là, je peux accéder au PDF ici directement. Donc ça, c'est pour trouver les références bibliographiques. Le pourquoi on a utilisé Mendeley, je vais vous le dire pourquoi. Je vais venir ici dans la version qu'on appelle la version desktop de Mendeley. Donc c'est un client qui s'installe sur votre PC. Et dans la version desktop, vous voyez exactement la même chose. Mais vous voyez en plus que si j'ouvre effectivement ce document-là, eh bien, je vais pouvoir voir par exemple les commentaires et les notes que mon étudiant va avoir mis. Donc on va pouvoir se partager aussi le PDF et mettre nos commentaires à la volée dessus et même extraire ce PDF par la suite. Pour lorsqu'on fait une revue ou quelque chose, des commentaires. Donc si je vais par exemple dans le projet de maîtrise de Vincent, je vois ces articles qui n'ont pas été téléchargés localement. Ouais, ça j'aurais peut-être pu y penser, je ne les ai pas téléchargés localement. Bon bref. Donc l'idée... Est-ce que comme dans EndNote, tu peux rajouter des sections, par exemple, moi je faisais des keywords, oui. Tu peux rajouter des résumés. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, voilà. Donc là, effectivement, si je regardais ici la notice bibliographique qui est associée à ce document-là, ben, je peux rajouter effectivement des tags. Donc là, si je dis que c'est pour les émissions auto-acoustiques, donc auto-acoustic emission, je le rajoute comme mot-clé, comme tag. C'est comme ça que je demande à mes étudiants de faire leur revue de littérature, de se mettre des tags, puis comme ça, ils retrouvent en tapant les tags tout de suite quels sont les domaines qui sont pertinents. Vous avez effectivement donc toute l'information, les mots-clés qui étaient probablement saisis par la revue, l'URL disponible et puis le fichier PDF. Et donc là, ce qui est intéressant sur le fichier PDF, c'est que je vais pouvoir, donc, par exemple, moi ou mon étudiant, on va pouvoir surligner du texte, on va pouvoir se mettre des commentaires. Et la beauté, c'est que ces trucs-là restent associés au PDF et sont partageables. C'est-à-dire que plus tard, lorsque je vais vouloir donner cette référence à un autre étudiant, je vais juste lui faire un copier-déplacer.
Et je vais pouvoir comme ça donner au goutte à goutte finalement la lecture à mes étudiants. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que si vous en donnez trop, ça n'a aucun intérêt. Si vous dites à l'étudiant, tiens voilà, ça c'est toutes les références bibliographiques qu'on a en équipe, go for it, ben ça y est, il a 500 références bibliographiques, par quoi il commence? Donc moi je commence avec une bibliothèque qui est vide, un groupe partagé, je pourrais vous donner plus de détails, mais un groupe partagé qui est vide, et au fur et à mesure, je les alimente, je leur dis, bah, tiens, tu vas lire ça, tu me feras ton compte rendu, puis quand tu auras ça, on lira la suivante, etc. Donc ça permet vraiment de mieux comprendre, mieux gérer le développement des connaissances. Voilà, donc écoutez, ouais, on est... Oui, vas-y. Il y a une limite de 5 collaborateurs, que ce soit gratuit. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est super cher. Comment tu fais? Alors, c'est un très bon point. Effectivement, il y a une limite de 5 collaborateurs. L'astuce, c'est que je vais demander à chacun de mes étudiants de se créer un compte gratuit. Et du coup, eux, ils peuvent mettre 5 collaborateurs chez eux. Moi, j'en suis un. Puis éventuellement, ils ont un co-superviseur. Et voilà, donc ce n'est pas moi qui le fais. C'est eux qui créent un groupe privé et ils m'invitent ensuite. Et j'aime bien ça aussi. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont propriétaires vraiment de leurs documents. Je leur fais comprendre ça t'appartient. Les droits qui sont associés, c'est les droits que tu as. En termes de droits d'auteur, il faut les former aussi à ça. Ils sont propriétaires. Moi, j'ai un droit d'accès. Je peux les voir, c'est tout. À l'inverse, quand je collabore avec des équipes plus larges, d'autres chercheurs, etc., je vais éventuellement faire un groupe privé moi, et puis là, je peux avoir donc aussi 5 chercheurs si je suis gratuit. Je peux avoir aussi l'abonnement. Là, je paye $100 par année, puis je peux avoir beaucoup plus grand nombre de collaborateurs. Donc, c'est pratique pour les gros projets d'équipe, dans lesquels, quand on veut écrire. Si tu voulais avoir maintenant 20 collaborateurs. Il faudra que je vérifie. Je te dis ça un peu de tête, mais... Oui, c'est ça. Je sais aussi que donc, je leur ai présenté et que depuis, ils ont effectivement fait un petit peu de recherche de leur côté, puis ils avaient l'air assez satisfaits, qu'ils étaient prêts pas mal à le supporter. Donc, Mendeley, évidemment, la beauté, c'est que vous savez que ça vous permet ensuite d'écrire directement les notices bibliographiques dans votre document. La beauté aussi, c'est que ça va pouvoir les exporter en format .bib, qui est utilisé par LaTeX. Or, j'encourage beaucoup mes étudiants à écrire en LaTeX. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez voir que on gagne beaucoup de temps effectivement à utiliser les templates disponibles de l'ETS. Là, je voulais vous montrer juste ce que l'étudiant va faire éventuellement quand il veut faire ses essais. Comme je manque un petit peu de temps, je vais juste couper, mais juste vous dire qu'il y a une fonctionnalité dans Cleps. Alors, je ne vous ai pas présenté Cleps, mais je vais le faire tout de suite. Je reviens donc à l'environnement de mon étudiant. Il a ici un onglet Cleps. Qu'est-ce que c'est Cleps? C'est son fameux cahier électronique. Alors on l'a appelé cahier de laboratoire électronique bien sympathique. Alors c'est pour ça que vous voyez un petit chien, parce que c'est évidemment le nickname. Et là l'idée c'est qu'on va retrouver là, avec différents niveaux de sécurité, tous les documents ou toutes les notes prises par les étudiants. Donc là encore une fois je m'y suis logué, donc vous me voyez ici en photo. Donc là je vais voir vraiment tout ce qui s'y trouve. Mais en gros ce qui s'y trouve, il va s'y trouver toutes les entrées des journaux de mes étudiants. Donc ça, ce sont des choses qui sont juste partagées entre eux et moi. Donc je vois ce qu'ils écrivent et il n'y a que moi qui puisse voir ça, eux et moi. On va avoir des choses qui sont plus des how-to. Donc ça, c'est vraiment des guides plus généraux que toute l'équipe peut utiliser. On va même se partager des liens d'actualité. Quand Apple sort ses derniers écouteurs, évidemment, ça nous intéresse, on s'en parle. On va se faire des différents documents, voilà, bref, des comptes rendus de réunion également possibles si on le souhaite. C'est un genre de Facebook tout à fait interne et tout à fait contrôlé, exactement. Donc il y a des règles de fonctionnement et puis je n'ai pas le temps de vous présenter tout ça, mais vraiment l'idée c'est que c'est là que les étudiants consignent leurs avancements. Une beauté, je vais vous la montrer. Il faut que je me dépêche parce que là je sens que c'est customisé ou ouais, ça a été customisé. Je l'ai fait vraiment à nos besoins. Donc j'ai mis des modules qui permettent de sécuriser par exemple. Donc en gros, je vous dis, il y a 3 niveaux de sécurité. On peut n'y accéder que de l'interne de l'ETS, donc pour éviter le hacking. Ensuite, il y a des groupes qui sont juste pour les groupes de la chaire. Donc tous les étudiants de la chaire voient le matériel qui est là, mais pas ceux qui sont à l'extérieur de la chaire. Puis ensuite, il y a tous les singletons qui sont ou les binômes qui sont étudiants-professeurs. Donc là, juste l'étudiant et le prof le voient. Non, pas avec ça. Je vais vous montrer comment on collabore avec les industriels. On a un truc pas mal aussi. Alors, ce qui est bien dans Cleps, c'est ça, c'est qu'on peut chercher par mots-clés, on peut trouver des références, ça va assez vite. Autre chose, Group Office va permettre aussi, lorsqu'on veut faire des mesures, vous savez, on est souvent dans une autre pièce, on n'a pas son laptop, alors on est toujours avec des petites clés USB, on est revenu au temps de la disquette là. Est-ce que j'ai synchronisé, pas synchronisé? C'est comme retour en arrière. Là, une des idées, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser un Group Office Drive. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de monter automatiquement sur votre machine Windows, Linux ou Mac, un répertoire qui va être en fait le même répertoire que Group Office. Donc en fait, tous vos fichiers, je vous les ai montrés tout à l'heure avec le document Word, tous les documents vont se retrouver exactement au même endroit. Donc là, je suis pas authentifié, donc il ne m'autorise pas à le voir. C'est un Dropbox, c'est ça, c'est un Dropbox, mais qui est vraiment lié à vos documents Group Office.
Compléter son cahier de laboratoire, donc là c'est vraiment de faire une entrée dans CLEPS. Là aussi, beauté de l'intégration, on va pouvoir utiliser du matériel qui serait déjà dans Group Office nativement. Donc si vous avez des fichiers MATLAB, que vous avez fait des scripts, des enregistrements, nous on travaille des fichiers Wave, les fichiers Wave sont là, vous pouvez juste les poster, les mettre disponibles pour que le prof les écoute ou des choses comme ça. Donc ça c'est aussi possible. Et puis là où je voulais en venir, c'était vraiment l'écriture d'un rapport ou d'un article. Donc là, l'idée, c'est vraiment que je privilégie l'utilisation de LaTeX. Et là, je vais vous montrer une fonctionnalité très amusante que l'on a. Donc LaTeX, vous savez que c'est un compilateur qui vous rend un document dans lequel, finalement, vous n'avez qu'à faire une chose, c'est juste remplir les sections. Puis automatiquement, toute la mise en page se fait aux normes de l'ETS. L'étudiant n'a jamais à passer ces 3 semaines à faire du formatage, bouger les images, couper, vérifier les marges. Donc, il y a un petit guide qui vous explique comment ça marche, mais je vais vous faire une petite démonstration rapide. Si je peux. Donc je reviens ici dans mes fichiers et disons que je suis Marie-Hélène et que je suis en train de compléter mon mémoire de maîtrise. Alors je retourne dans mon projet MS Marie-Hélène et je regarde donc dans le document mémoire. J'ai donc par défaut tous les documents, les templates de l'ETS sont venus se greffer là. Et là, je vois effectivement donc main ETS. Main ETS, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le rapport de maîtrise tel qu'il est à l'heure actuelle dans le répertoire de Marie-Hélène. Et donc, si je l'ouvre, vous allez reconnaître la mise en page classique. Voilà, la mise en page classique de l'ETS. Donc là, ce que je voulais juste vous montrer, regardez, c'est le titre. Le vrai titre de son sujet, c'est ceci. Improvement of hearing aids through electroencephalographic information. Et en fait, je vais lui mettre en français son titre. Alors regardez ce que je vais faire. Donc je vais fermer le PDF et puis je vais éditer le fichier texte comme je vous ai montré, localement. Alors on va voir combien de temps ça lui prend pour trouver avec quoi l'ouvrir. Mais si vous avez un éditeur LaTeX, évidemment, ça va vous mettre ça en couleur, ça va être très joli. Et là, ce que je vais vous montrer, mais je vais manquer de temps, c'est juste que je vais modifier le fichier texte. Il va automatiquement, vous le savez, se resynchroniser. Et en se resynchronisant, on va être recompilé. Autrement dit, qu'est-ce que je viens d'avoir? Je viens d'avoir un système qui va permettre qu'on écrive tous de façon collaborative sur des mêmes fichiers et que automatiquement le PDF qui est sur le serveur est toujours la dernière version mise à jour. Hyper pratique quand vous écrivez des articles avec plusieurs collaborateurs qui sont hors institution. On n'est plus là à s'envoyer des fichiers, as-tu vu, ah non j'ai oublié, c'était pas la bonne version, etc. On travaille juste à partir du fichier tech et on a directement notre résultat final à n'importe quel instant. Et si on veut évidemment maintenir le ownership d'un fichier, on va pouvoir le locker, donc il y a pas mal de mécanismes de sécurité pour éviter les conflits. Voilà, alors je termine avec l'écriture d'un mémoire ou d'un rapport, c'est évidemment la même chose, il n'y a aucune différence. Et donc je pense que là j'ai fait rapidement le survol des les différentes fonctionnalités vues par l'étudiant. Je vais juste prendre une minute supplémentaire pour vous montrer d'un point de vue des profs ce que j'aime beaucoup. Donc ce que j'aime beaucoup avec Group Office, c'est qu'on va éviter pas mal des tâches inutiles. Je vais vous en montrer une, comme de remplir des formulaires de demande de bourse. Donc ce que j'appelle les formulaires administratifs. Comment envoyer des courriels à une liste de distribution, comment partager des documents via Internet. Donc je vais juste vous faire ça pour que vous voyez le truc amusant, parce qu'on parlait de comment collaborer avec des industriels. Disons que ce document de Marie-Hélène, je veux maintenant l'envoyer à des industriels ou je veux l'envoyer à plusieurs personnes. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire envoyer un lien de téléchargement. Et il va me demander jusqu'à quelle date mon lien doit être valide. Je vais dire jusqu'à fin décembre. Jusqu'au 31 décembre 2012. Et là, il va automatiquement me créer le email qui va intégrer le lien pour le téléchargement. Donc si j'écris à mon industriel, qui disons s'appelle Sonomax, et que j'écris à Jocelyne, eh bien, elle a le lien de téléchargement main EPS et elle va juste cliquer là-dessus jusqu'au 31 décembre pour le recevoir. Okay, donc ça c'est très simple pour se partager des fichiers, plus besoin de Dropbox ou de YouSendIt ou je ne sais quoi, dans lesquels vous perdez tous vos droits éventuellement de ownership. Autre chose que j'aime bien, c'est la possibilité aussi de faire des mailing lists. Donc, lorsque je vais vouloir convoquer des personnes intéressées à faire des tests acoustiques, je vais écrire 160 courriels, c'est notre taille de liste. Évidemment, si vous faites un blind CC à 160 personnes, ça va être considéré comme du spam automatiquement. Là, ce que le système va faire, il va me permettre de faire des newsletters. Et je peux vous montrer par exemple les dernières newsletters qu'on a envoyées.
Bon, j'ai menti, il y en avait 187. Donc la dernière newsletter, elle était là. Nous aimerions vous inviter à participer à une étude pour la mesure de protection auditive. Et là, je vais savoir exactement qui l'a reçu, combien, je vais avoir un rapport de log, etc., qui va me dire qui l'a eu, combien l'ont rejeté, etc. Donc ça, c'est des fonctionnalités que j'aime beaucoup. Celle vraiment qui me plaît particulièrement, je vous la montre, c'est comment remplir ces fameux documents administratifs dont on a des tonnes. Donc disons que je veux faire une demande de financement pour mon étudiant Vincent, que vous avez vu tout à l'heure. Une demande de bourse. Donc je cherche Vincent. Et il est... où est-ce qu'il est d'ailleurs? C'est le premier. Et là, par exemple, je vais lui demander, je vais créer un nouveau document depuis un modèle. Et je vais lui demander, cette fois, je vais lui faire une demande de paiement et attestation de bourse pour l'hiver 2013. Donc il a noté automatiquement que c'était Vincent Nadon, les informations. Et donc là, regardez, magie de l'Internet. Ce qu'il va me faire, c'est qu'il va aller récupérer le template. Il va auto-remplir avec toutes les informations nécessaires. Il va le sauver localement associé au répertoire de Vincent. Et moi, je vais pouvoir juste l'imprimer et le signer. Donc, regardez, ça prend quelques secondes le temps que tout se parle. Mais parce que ça, je trouvais ça une perte de temps totale qu'on soit là à retaper des numéros d'assurance sociale, des dates de début de permis. En tout cas, bref, je pense que vous me comprenez avec ça. Et je sais que certains d'entre vous ont peut-être la chance d'avoir des assistantes, etc. Mais ce n'est pas mon cas. Et voilà, il fallait que je trouve quelque chose pour... Ah, il était ouvert, ok. Voilà, donc là j'ai automatiquement, vous voyez, Vincent Nadon. La demande est en date d'aujourd'hui automatiquement. Vincent Nadon, j'ai toutes les informations nécessaires. Et là, ce qui me manque à compléter, ça ne va pas être automatique. Il ne savait pas que c'était hiver, donc il va falloir quand même que je lui dise pour hiver 2013. J'ai déjà du texte pré-rempli. Le budget vient des budgets que je mets pré-assignés aux maîtrises. Et voilà, donc ça c'est le document de demande de bourse, et puis l'attestation de bourse suit, donc avec ici même chose, les informations du bénéficiaire, etc. Donc tout ça est automatique. Si je le sauve, là je viens de le modifier, j'enregistre ces modifications, elles vont directement sur Group Office, c'est toujours associé à mon étudiant, à chaque instant je sais si ces bourses sont payées ou non. Puis en plus un système de gestion que je n'ai pas le temps de vous présenter. Alors voilà, on va terminer, parce que sinon je vais vous retenir trop longtemps, avec vraiment les conclusions que je retiens de ce petit projet. Je ne vous ai pas montré, mais évidemment, le fait d'utiliser, par exemple, Mendeley, ça me permet aussi d'avoir automatiquement toutes mes publications à jour sur ma page web, un petit peu comme vous pourriez faire avec Google Scholar ou des choses comme ça. Je vais pouvoir faire des rapports personnalisés. Quand je veux savoir combien de PHQ j'ai eu, je peux effectivement faire une requête à la base de données. J'ai exactement les dates de début, dates de fin, titres et autres. Synchronisation avec les appareils, tout ce que vous avez vu, le calendrier, etc., ça marche. Là, j'ai un petit iPod, juste tout simple. Je vais avoir tout ça ici. Et puis, c'est pas mal les fonctionnalités vues pour le professeur. Alors, les perspectives, juste vous dire, donc d'abord, il y a un petit peu d'actualisation qu'on pourrait faire, et que j'ai d'ailleurs fait parce que j'avais été invité donc à présenter un petit peu ce projet-là dans l'article que vous avez peut-être récupéré en console. Et donc, l'idée, c'était vraiment de regarder s'il y avait des choses mieux depuis que je l'ai fait en 2010. Et la réponse, c'est oui. Si on regarde, donc ça, c'était l'article simplement. Si on regarde vraiment ce qui a été développé depuis 2010, vous pouvez voir que par exemple, on a décidé de remplacer Zotero par Mendeley, on a décidé de remplacer MediaWiki par WordPress. Donc ça, ce sont des améliorations que j'appelle continues. Il y a aussi des logiciels qui existent. Si vous regardez, il y a un outil qu'on appelle Callwiz, qui est super intéressant, qui a été développé par Oxford. Bon, alors un, il ne fonctionne pas, il est buggé. Deux, de toute façon, c'est un client web et toutes les données sont en Irlande, sur un serveur en Irlande. Donc, gros problème quand vous voulez faire de la recherche, que vous avez des sujets humains, qu'il y a des informations médicales, etc. Ça ne marche absolument pas. Donc, un petit peu de problème de ce côté-là. Donc ça, c'est un petit peu l'actualisation qui est nécessaire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours en perfectionnement, mais Group Office est aussi en perfectionnement, c'est-à-dire qu'il y a toujours de nouveaux features, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Alors finalement, les défis à venir, je pense que c'est là-dessus que je vais m'arrêter vraiment. Les défis à venir, je les ai vite compris. Donc vous voyez l'évolution effectivement de l'homme à travers les âges. Je pense qu'on est rendu au computer age et qu'il y a finalement toujours ce même problème-là, c'est que ça ne marche pas, on ne comprend pas, on est buggé, etc. Et ça a été vraiment mon plus gros problème. Autant les étudiants, j'ai pu effectivement les accompagner, les prendre par la main, etc. Autant mes autres collaborateurs, c'était un petit peu difficile parce que j'ai évidemment pas le temps pratiquement de les accompagner. Une des idées, c'était de dire, allez, faisons des tutorials. Mais vous savez quoi, un tutorial, personne ne lit ça.
Les gens détestent ça. Soit vous le faites en vidéo, auquel cas ça prend 8 minutes pour avoir 30 secondes d'informations pertinentes pour votre problème. Soit vous le faites sous forme graphique, auquel cas c'est encore pire parce que c'est pas du tout intéressant, c'est très très rébarbatif. Donc finalement, ce qui est vraiment super, c'est d'avoir une personne ressource qui, lorsque vous êtes bugué, vient vous aider. J'ai fait l'expérience avec notre technicien de laboratoire. Je lui ai montré au départ, je l'ai donné, puis je lui ai dit essaye. Quand tu as un problème, tu viendras me voir. Je lui ai dit, ben non, je ne peux pas venir voir. Ah ben il a trouvé finalement. Ah ben j'ai trouvé. Ah ben j'ai trouvé. Puis le jour où il a vraiment un bug, je viens le voir, je lui ai dit, ben non, regarde, c'est comme ça. Puis ça j'ai trouvé que c'était vraiment la chose la plus intéressante. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en termes de déploiement maintenant, où est-ce qu'on en est? J'ai eu donc 2 financements PSIR, un PSIR recherche, un PSIR enseignement pour ce projet-là. J'ai eu plusieurs présentations. J'en ai fait une donc dans l'équipe de Dominique Blanc. Donc plutôt technique, une équipe au CETT en termes de gestion de projet, une équipe au service de la bibliothèque avec Guy Gosselin et finalement donc avec vous, communauté de pratique. Et donc ce que j'ai compris de l'ETS, c'est qu'ils étaient éventuellement intéressés à commencer à supporter ça, mais c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. On commence à supporter quand il y aura un intérêt, il y aura un intérêt quand ce sera supporté. Donc je pense qu'on en est vraiment là et je pense que je vais m'arrêter ici pour vous laisser 30 secondes de questions. Merci beaucoup. Merci.